pompage. Hein. Donc là, c'est le groupe Attaque. Nous allons rencontrer les députés et membres d'Attaque à l'Assemblée nationale pour leur faire part de nos idées sur la nouvelle loi sur l'eau. Donc ça va être plutôt un dialogue. Nous allons présenter quelques idées sur cette nouvelle loi et nous espérons que le député aussi va nous donner des idées sur nos idées, en fin de compte. Donc établir un dialogue et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer cette nouvelle loi. Je rappelle que la loi va être présentée à l'Assemblée nationale le 8 janvier prochain. La coordination Attaque, depuis le 19 novembre, bon, elle est un peu en stand-by, parce que la direction nationale nous a demandé aussi, à juste titre, une fois qu'on a fait la taxe Tobin, eh bien quelque part pas de prendre des distances, hein, mais de faire attention. On rentre à quelques semaines d'élections présidentielles et législatives. Donc nous, on a pris par exemple l'engagement, chacun, moi je mettrai par exemple sur mon document de campagne, je combats la mondialisation financière, je suis pour la taxe Tobin, je suis contre l'Organisation mondiale du commerce et ses conséquences, mais je ne dirai pas que je suis membre d'Attaque, etc. C'est des engagements qu'on a pris et qu'on respectera parce que c'est une demande légitime des comités de ne pas vouloir, entre guillemets, se faire récupérer. Donc, on arrive un petit peu au texte sur l'eau. Est-ce que, enfin, Chantal, tu pourras compléter mon propos, mais moi, ce que je vous propose, je ne dis pas du tout que c'est de votre faute, que les choses soient très claires, mais on est déjà énormément avancé dans le projet. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis... Alors, après, comment fonctionnent les députés aussi, j'ai oublié de vous expliquer ça. On fonctionne par commission et par texte. Donc, par exemple, le texte de la loi sur l'eau... Enfin, moi, il passe le 8. Voilà. Moi, j'ai du temps en discussion, donc moi, je vais intervenir au nom de mon groupe. Voilà. Je vais être la représentante de mon groupe en discussion. Mais tout ce qui concerne les commissions, c'est passé. Hein. Voilà. Puisque nous arrêtons la session là, demain, jeudi. Donc, le passage en commission, les amendements ne pourront être que dans le cadre de l'article 88. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous entendre. Tout en regrettant que ça soit un peu tard. Pourquoi? Parce que quand on arrive à convaincre nos collègues en commission, on a beaucoup plus de chances de voir passer nos amendements que dans le cadre de l'article 88. Parce que les groupes politiques se sont positionnés. Et là, pour les faire bouger, c'est beaucoup plus dur. Donc aujourd'hui, il est très tard par rapport aux amendements passage en commission. Ce qui ne veut pas dire qu'après notre réunion d'aujourd'hui, on ne peut pas faire une note de synthèse, informer les députés, mais quelque part, on est déjà énormément en retard sur notre position pour pouvoir peser de manière efficace sur le débat à partir du moment où on pourrait être d'accord, où chacun d'entre nous pourrions être d'accord avec votre prise de position. On a conscience que nous, on arrive un petit peu, de toute façon, on n'est pas comme France Nature Environnement qui suivent le VP depuis le début. On arrive parce qu'on a senti que c'était super symbolique, que s'il y avait un combat à faire sur un service public, c'était celui-là, qu'il était lié aux questions de démocratie participative, de transparence, service public, globalisation, etc. Enfin, il y avait tout dedans et que c'est pour ça qu'on s'est intéressé. Ce dossier-là, il a été décortiqué d'une façon... Enfin, le projet de loi d'origine n'a plus rien à voir avec celui qui est présenté aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a un très grand lobby agricole, c'est tout. Hein. Bon. Alors, j'en parle d'autant plus que, bon, Jean de Lavagny, comme tout le monde le sait, est un de mes amis et qu'il est ministre de l'Agriculture. Donc, pour lui, son enjeu, c'était dans un contexte agricole très difficile, qui était celui de la vache folle, de la fiasteuse et de toutes les revendications agricoles qu'il avait sur le dos. Il n'avait pas envie d'encore en plus sur le dos les agriculteurs et les tracteurs devant les préfectures pour la loi sur l'eau. Aujourd'hui, donc il a relayé. Il a relayé, c'est sûr. Donc il fait tout pour... Donc c'est lui, au Conseil des ministres, qui fait... Il a relayé les inquiétudes des agriculteurs. Et oui, il a relayé les inquiétudes des agriculteurs. Alors... Bon, mais bien sûr que c'est son job. Et donc, en face, il y avait Madame Voynet qui, elle, avait d'autres problématiques. Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, le Premier ministre, il a tranché. Et il a donné ce que vous avez.
au projet de loi qui est un projet qui est totalement il a édulcoré. même retranché récemment la semaine dernière. Bah oui, je sais bien. Alors que là, qui a poussé? C'était aussi pas la vache lui-même. folle, Je crois que là, d'après ce que j'ai pu Moi, je crois que comprendre, c'est plutôt Madame Voynet. la dernière, voilà, c'est Voynet, c'est les agriculteurs, parce que les socialistes Ouais. du Sud-Ouest Ouais. ne voulaient absolument pas que cette loi arrive dans la législature. Lorsqu'on a Même été ce au genre de colloque, résistance. à l'Assemblée nationale Ouais. des colloques, qui c'est qui les sponsorisé? La Lyonnaise des Eaux. Bon. Et c'était quand même que des gens de gauche qui étaient dans l'assistance. Des communistes, des socialistes, des Verts. Il y avait M. Cochet, il y a Mme Voynet. C'est la CITA. Qu'est-ce que vous voulez qu'eux organisent un colloque sur l'eau? Eux, ils veulent garder l'or, que ça soit privatisé. Comment se fait-il que les élus du peuple acceptent que ce soit eux qui sponsorisent ce truc-là? Si c'est pas des magouilles, je m'y connais pas. C'était pas. Alors attendez, je veux pas. Et les défendre, associations je connais pas. sportives qu'on finance Jean-Luc, toujours Jean-Luc, aujourd'hui. Jean-Luc, t'énerve pas, Fini, tu vas encore fini, pousser juste. du riz. Voilà, excuse-moi. Non, mais je crois que la situation a psychologiquement changé. En phase. D'accord. Deuxièmement, si vous menez une bataille écrite sur ces questions-là, comme sur d'autres, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, vous verrez qu'au bout du, ça bougera. Tout à fait, non, mais- Obligatoirement. C'est exactement le... Et c'est le but de votre association. Alors après, maintenant vous êtes au début de création du groupe. Peut-être que dans un an, vous êtes sûr de continuer à exister. Nous, c'est autre chose parce qu'on a un autre rythme et on est tenu à être réélu. Mais pourquoi je vous dis ça? Quand vous allez voir un rapporteur, quel qu'il soit, que ce soit M. Markovitch ou un autre, je sais bien que c'est contraignant, mais il faut suivre c'est pas un reproche, hein, c'est un constat, je vous donne des conseils. Suivez. Vous savez, en face, Alors justement, je cite personne en voudrais bien voir un particulier, petit mais parce que j'ai pas d'exemple, mais sur d'autres sujets, des lobbies industriels, les notes du MEDEF, moi j'en ai toutes les semaines. Quand le MEDEF va faire passer quelque chose, c'est toutes les semaines que j'ai une note, des coups de téléphone. Alors moi j'y suis, comme ils savent, j'y suis totalement insensible, mais il y a un travail de suivi. En France, l'intervention citoyenne dans la gestion de l'eau ne peut s'exercer dans le meilleur des cas qu'à titre consultatif. L'alternative militante y est combattue par toutes les forces des lobbies industriels et agricoles. Les pressions exercées sur le personnel politique local et national orientent lois et décrets dans le sens d'intérêts privés et corporatistes à courte vue. Loin de décourager les militants, malgré menaces et procès, cette confiscation de la démocratie les oblige à plus de pertinence et de détermination dans l'action. Pendant le Forum social mondial de Porto Alegre en janvier 2002, la question de l'eau est plus que jamais apparue comme fondamentale et emblématique de la lutte engagée contre l'économie libérale qui affirme que seul le marché peut permettre une juste distribution de l'eau aux 6 milliards d'habitants de la planète. Les militants de tous les continents créent alors une coalition informelle pour lutter contre la privatisation de l'eau. Quelques mois après, à l'initiative du Conseil général du Val-de-Marne, cette coalition mondiale se retrouve à Créteil à la première université de l'eau créée par Ricardo Petrella dans le cadre d'un projet essentiel et subversif, l'université du bien commun, où avec l'eau, on étudie aussi l'altérité, la mondialité et l'imagination. L'université du bien commun est subversive d'abord parce que, aussi absurde que puisse paraître, aujourd'hui, nos universités partent du principe que c'est la connaissance d'abord qui crée ensuite l'économie, la société, etc. Donc c'est un renversement de perspective. C'est la société qui produit la connaissance, qui oriente la connaissance, c'est pas l'inverse. Et nous, on part d'une autre approche en disant que la connaissance est un bien commun, appartient à tout le monde, un bien accumulé au cours de l'histoire par les sociétés, par une multitude de sujets,
Et nous sommes contre le droit de propriété intellectuelle, nous sommes pour un droit de propriété commune des connaissances. Et en ce sens-là, donc, a introduit une subversion par rapport à la conception dominante de l'université et du rapport qu'elle a avec l'économie, l'industrie et la finance. Nous introduisons une nouvelle manière de présenter des champs de connaissances, des champs épistémologiques traditionnels, comme par exemple l'eau, comme par exemple la mondialité. L'altérité, bien entendu, fait partie déjà du champ cognitif de pas mal de disciplines. Mais nous en faisons une faculté, c'est-à-dire que nous braquons les champs épistémologiques sur des dimensions qui sont occultées ou qui sont transversales, mais pas prises en tant que telles, parce que la connaissance actuelle, l'université, s'engage sur des pistes uniquement de valorisation du champ en fonction de sa productivité. Nous, on dit non, l'eau est une faculté dans le sens que collège de champs de connaissances, parce qu'il faut avoir le droit à l'eau. Donc, voilà. Nous sommes très bavards. Alors, on peut commencer peut-être à avancer, à formuler les textes. Alors, je crois que nous devons maintenant essayer de formuler les objectifs. La plupart d'entre vous a mis au fait en exergue 3 objectifs. Mais commençons peut-être pour définir d'abord notre coalition. On pourrait dire, je les lis lentement parce qu'on est en train de construire les textes ensemble. L'objectif de la coalition, et pour l'instant on l'appelle coalition, est de promouvoir et renforcer la coopération et les soutiens mutuels entre tous les groupes, les associations et les mouvements membres. Donc pour l'instant je m'arrêterai ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous nous sommes réunis, on a fait la coalition, pour nous renforcer mutuellement? Et c'est vrai que ce que j'essaie de faire, what I'm trying to do, is that... Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un petit texte qui peut recueillir une approbation unanime. Vandana et puis Rudolf. Je pense qu'on peut réunir 2 choses. D'abord, un slogan très concis, le droit à l'eau pour tous, et la légitimité sur la base de cadres juridiques existants. L'Université de l'eau, c'est un instrument essentiel. C'est heureux que le Conseil de Val-de-Marne ait eu cette initiative-là parce que il est parfois facile de penser qu'on va s'en aller sur le terrain avec nos revendications et que, bon, tout est simple. Ce n'est pas simple. La problématique de l'eau, elle n'est pas simple. Elle est diversifiée à travers le monde. Et pour qu'on puisse faire un front commun, un front uni, être capable de définir les valeurs qui, oui, sont universelles et transversales pour tout le monde malgré les situations. Si on n'a pas de lieu comme ça, on n'arrivera pas à le faire. C'est pas dans l'action, dans la rapidité puis dans l'urgence qu'on réfléchit et qu'on définit des concepts comme ceux-là. Et on a besoin de les imaginer. Et c'est pas simple d'imaginer des nouvelles institutions, des nouvelles formes d'organisation avec les anciens mots, avec les anciens concepts. Donc, ça prend un lieu pour être capable de faire ça. Et si elle peut effectivement avoir longue vie, l'Université de l'eau va être un lieu où on va pouvoir, à travers l'action, se donner des moments de réflexion pour être capable de dégager peu à peu ces principes communs qui nous unissent tous, peu importe qu'on soit au Québec, dans un pays plein d'eau, ou qu'on soit au Sahel. Il faut trouver ces principes-là. Le Québec est un pays, une province, on s'en fout, qui a beaucoup approfondi à travers sa Ligue des droits et libertés la question des droits économiques et sociaux. Donc, la population est quand même assez sensibilisée à ces questions-là, alors que si on veut éviter les glissements vers le nationalisme et le repli, les associations comme la nôtre ont intérêt, ont la responsabilité de travailler particulièrement sur le concept de patrimoine commun d'humanité parce que c'est le bout
le concept, l'idée qui peut nous empêcher ce genre de glissement de repli sur soi. D'autant que la notion de bien commun, bien sûr, si on ne travaille pas comme il faut, peut être récupérée par les États-Unis, par exemple, pour dire, bon, c'est un bien commun, on en a besoin, on en profite. Il faut donc travailler d'autant plus fort à expliquer qu'il faut des règles de bien commun pour atteindre le bien commun, pour atteindre l'intérêt général et qui comprennent des règles de préservation. C'est un débat, effectivement, qui est très sensible au Québec et on a une responsabilité très grande par rapport à ça. Passengers are strongly advised to keep luggage with them at all times. Any unattended item will be destroyed by the police. Thank you for your attention. J'ai commencé mon engagement sur les questions sociales, disons de justice, pour les droits démocratiques, pour l'écologie, pour le pacifisme, et finalement sur les questions de l'eau, qui rassemblent un peu tout. Il y a des questions de démocratie, les gens qui sont, au nom d'être minoritaires, voient comment leurs droits les plus élémentaires, comme être leur droit à vivre dans leur village, dans leur vallée, est, disons, massacré au point de vue, sous le prétexte de l'intérêt général des majorités. Ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Ce n'est pas seulement, disons, sur l'Amérique latine, sur l'Afrique, au Brésil, où, disons, les Indiens sont massacrés au nom des majorités des grandes villes, mais c'est aussi les Indiens des Pyrénées, les Indiens de la Serranía de Ronda à Malaga, qui, au nom de la solidarité avec Marbella, doivent accepter d'être inondés pour que les gens bien plus riches qu'eux puissent jouer au golf solidairement sur la côte méditerranéenne et des choses comme ça. Donc finalement, oui, ce sont des droits humains et ce sont finalement aussi des aspects de raisonnabilité économique dont je travaille surtout. Ce n'est pas simplement quelque chose de plus juste, mais aussi de quelque chose simplement de plus raisonnable, même du point de vue du système. La amenaza que tenemos en estos años, que justo con el modelo de privatización que campea por obras comunitarias del agua, que movilizamos por la municipalización de los servicios y de los obras, sabemos que estamos luchando por la paz. Parce qu'on va laisser la Air France a laissé nos valises à Barcelone. Semble. Alors ils m'ont échangé la valise par un kit de nuit de Air France. Ça va te suffire? It's all the 5 themes are related to the Water Framework Directive. Number 1 is what is the discussion in your country about the hydrographic districts? How do you split them up? How do you do it? What kind of authority, etc. Second question, the issue brought by Pedro earlier on estuaries, coastal water management. What is the Water Framework Directive going to change this? Moi, si vous voulez, autant on peut dire me considérer comme un militant de l'eau, autant je ne le suis pas du tout comme les grandes associations qui, dans le monde, militent pour une protection plus écologique de la ressource, contre la privatisation des services publics, contre les marchés de l'eau. Ça ne veut pas dire que je sois pour non plus. Mais moi, mon travail de scientifique, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. C'est pas de dire c'est pas bon, on n'en veut pas. C'est de comprendre comment on en est arrivé là. Et en définitive, nous avons de bonnes raisons de penser, nous, que de toute façon, par exemple, la privatisation des services publics n'a pas vraiment d'avenir, pour la bonne et simple raison que jamais les entreprises privées, ni les grandes banques, ni même les banques internationales n'apporteront elles-mêmes les quantités d'argent massives qu'il faut pour accorder les habitants des villes pauvres de la planète à un bon réseau d'eau et un bon réseau d'assainissement. On n'aura jamais cet argent. Donc cet argent ne pourra provenir
que de construction de financement public. Donc à partir de là, il n'y a pas d'angoisse. Là où l'expérience européenne est intéressante, c'est que finalement, si on regarde ce qui s'est passé en Europe il y a une centaine d'années ou pendant les années dernières, finalement, on a résolu notre problème, d'une part parce qu'on avait effectivement des aides de l'État, des subventions, de l'argent pas trop cher, mais surtout parce que grâce aux municipalités, on a organisé en fait une solidarité de fait entre les riches et les pauvres. On a fait payer l'eau finalement pas trop cher à tout le monde, mais de telle manière que pour les pauvres c'était suffisamment peu cher pour que ça les intéresse d'être accordés au réseau. Et ces formes de solidarité locale, financière, fortes, qui avaient été trouvées en Europe, n'existent pas dans les pays du tiers-monde. Notamment parce que les municipalités, souvent, sont des municipalités faibles, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui n'ont pas beaucoup de ce qu'on appelle en anglais capacity building, qui n'ont pas beaucoup de savoir-faire technique, etc. Donc on n'a pas de solution. Et ça, c'est un problème qui dépasse largement la raréfaction de l'eau. C'est un autre problème. L'armée est à la frontière. La haute commission pakistanaise a été renvoyée. La civilisation indienne est totalement concernée par l'eau. Notre plus grande fête est le Kumbh Mela sur les rives du Gange, où 30 millions de personnes viennent tous les 12 ans pour prendre un bain dans la rivière sacrée. Tous les ans, 1 million de personnes marchent avec l'eau du Gange à l'esprit en retournant dans les vallées, dans leurs villages. L'eau est notre conscience. On pense eau, on rêve eau. Notre civilisation est l'eau. Et sa disparition nous affecte en Inde au plus profond de notre être. S'il y a rareté aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes en prennent de trop et le gouvernement a perdu sa volonté de fournir l'eau. Ils ont toutes sortes d'excuses. Ils n'ont jamais de budget pour donner de l'eau potable aux gens, mais ils ont tous les budgets pour poser des lignes en fibre optique pour la communication, des lignes pour la révolution des communications. Ils sont tellement préoccupés à réduire la fracture numérique, qui est devenue un mot très à la mode dans tous les gouvernements. Mais la fracture de l'eau, qui devient la guerre sainte de l'eau dans le monde, est systématiquement niée. Et l'expression « guerre sainte de l'eau » ne vient pas de moi. Elle est utilisée au Moyen-Orient. Donc les récoltes sont de l'eau. Et certaines contiennent plus d'eau que d'autres. J'ai récemment entendu que 90% de l'eau d'Israël, qui est en fait de l'eau palestinienne, parce que 80% de l'eau palestinienne a été prise par Israël. Mais 90% de ce qui est réellement pris vient en Europe en tant qu'eau virtuelle dans les fruits et les légumes que l'Europe importe de façon très soutenue. Et derrière cette demande insoutenable et ces pratiques insoutenables, il parle en Israël de doubler le dessalement de l'eau de 2 à 4 millions de mètres cubes, en divisant le coût par 5. Et il parle sérieusement de faire venir par bateau depuis la Turquie 50 à 100 millions de mètres cubes. Ils ont déjà fait des appels d'offres pour ce marché de l'eau, pour maintenir ces pratiques insoutenables. Donc Israël peut épuiser les ressources en eau du Moyen-Orient, générer des guerres et forcer un partenariat avec l'Europe sur une base non soutenable. Alors, mon nom est Mohamed Larbi Bouguera. Depuis 10 ans, je me consacre à l'étude des problèmes de l'eau.
D'abord, au sud, les vrais problèmes, c'est que beaucoup de gens, on va dire 3 milliards, mais Dieu seul sait le nombre exact, 3 milliards de personnes n'ont pas d'eau ni d'assainissement. Il faut imaginer ce que c'est pour une femme africaine. Une femme africaine dépense 80% de sa nourriture, de ce qu'elle mange, pour aller chercher l'eau. 80%, vous imaginez, de ce qu'elle mange. Il faut qu'elle aille chercher l'eau, soit au marigot, soit à la rivière, soit au fleuve, soit quelque part. Le second aspect, c'est que dans les pays du tiers-monde, maintenant, nous avons deux types de problèmes. Il y a la pollution que l'on appelle la pollution biologique. C'est-à-dire que, pour tout dire, si vous voulez, les eaux usées vont à la rivière et les gens prennent l'eau à la rivière. C'est ça la pollution biologique. Mais dans le même temps, comme il y a la globalisation, comme il y a le fait que les grandes unités délocalisent, dans beaucoup de pays du tiers-monde où il n'y a pas de loi pour l'environnement, vous avez en même temps la pollution chimique. Il faut donner des chiffres, je suis désolé d'être brutal, mais dans les pays du tiers-monde, 30 000 enfants meurent par jour. 30 000 enfants meurent par jour des maladies liées à l'eau. Les spécialistes appellent ça des maladies hydriques. La typhoïde, la diarrhée, le choléra, le paludisme, et j'en passe. La bilharziose, bon. Et qu'est-ce que cela veut dire 30 000 personnes qui meurent? 30 000 personnes qui meurent, cher monsieur, cela veut dire une centaine de Boeing qui se cassent la gueule quotidiennement. Or, vous savez, dès qu'il y a le moindre incident sur le Paris-Nice, ça fait la une des journaux, un incident. Je ne parle pas des morts, naturellement, on ne le souhaite pas, n'est-ce pas? Mais le vrai problème, là, vous avez 100 Boeing qui se cassent la gueule, excusez l'expression, tous les jours et dans l'indifférence générale. Et ça ne peut pas continuer. C'est pas possible qu'un monde aussi injuste, aussi dissymétrique puisse continuer. Mon nom est Manuel de la Fuente, je suis bolivien, je travaille à l'université de Cochabamba et je suis venu m'intéresser sur l'eau au moment qu'il y a eu la privatisation de l'eau dans ma ville. À ce moment-là, beaucoup de monde à Cochabamba a commencé à lutter contre la privatisation de l'eau. Et la raison est que finalement le gouvernement bolivien a eu a passé un contrat avec une entreprise, un consortium qui était dirigé par la Bechtel des États-Unis, un contrat qui était vraiment très mauvais pour la population de la Bolivie. Et tout de suite après que le contrat a été signé, les tarifs de l'eau ont monté de plus de 100%. Également, dans les contrats de l'eau, c'était dit que des personnes qui n'avaient pas les services d'eau devaient payer pour un service qui, possiblement futur, ils allaient l'avoir. Et de plus, les contrats spécifiaient que toutes les coopératives, les gens qui habitent à la campagne, près de Cochabamba, aussi étaient obligés de payer pour les services d'eau, alors que eux avaient ces services à eux, ils avaient construit ces services. Alors voilà que tout le monde s'est mis contre. Il y a eu des manifestations et moi-même j'ai commencé à m'intéresser énormément à la question de l'eau à ce moment-là. C'était autour du début de l'année 2000. Alors au mois de janvier, il y a eu des luttes importantes, au mois de février. Au mois de mars, on a fait un référendum, s'est créé une coordination de tout le monde qui luttait contre l'eau. C'était la Coordinadora del Agua y de la Vida, Defensa del Agua y de la Vida. C'est la coordination pour la défense de l'eau et de la vie. Alors, dans la Coordinadora, il y avait tout le monde. Il y avait des syndicats paysans, les syndicats de la ville, des universitaires, des gens qui travaillent dans différents quartiers populaires. Enfin, tout le monde était vraiment
engagé dans la lutte contre la privatisation de l'eau. Et finalement, au mois d'avril de l'année 2000, il y a eu 8 jours de grève. C'était vraiment assez incroyable. Et moi-même, j'ai participé énormément dans les blocages des rues. Et finalement, on a gagné. C'était dur parce qu'il y a eu des batailles avec la police, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'était quand même assez dur. C'était une victoire, mais une victoire, on peut dire, un peu douloureuse. Compagnons, depuis quelques heures, nous sommes sur le point d'obtenir la première victoire contre le modèle économique néolibéral. Nous avons gagné, compagnons. Et je pense que c'est très important de dire que du moment que l'entreprise Aguas del Tunari, la Bechtel, a été mise à la porte, elle est allée aux tribunaux internationaux et a commencé un jugement. Elle a posé une plainte auprès d'un organisme qui a été créé par la Banque mondiale, un organisme de règlement quand il y a des contentieux entre un pays et une entreprise. Alors, Bechtel est allé dans cet organisme et maintenant il a posé une plainte de 26 millions de dollars. Alors, ça, on ne connaît pas très bien, on ne parle pas beaucoup de ces accords bilatéraux entre différents pays pour sauvegarder les investissements. Avec la bénédiction de l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre notamment maintenant des accords généraux sur le commerce et les services, qui en réalité ces accords qui remplacent les accords multilatéraux sur les investissements, ils ont commencé à mettre ces clauses, effectivement, qui consistent à que si tout d'un coup un État voulait rompre un contrat avec ces compagnies, il serait obligé de les indemniser. Mais ce ne serait pas une indemnisation comme ça, c'est une indemnisation qui est très injuste d'ailleurs, parce qu'elle doit non seulement indemniser les installations, mais le manque à gagner. C'est-à-dire que si le contrat a été par exemple pour 200 ans, ou pour 100 ans, et qu'au bout de 20 ans, les citoyens ou cet État légitime voudraient arrêter ce contrat, voudraient simplement le résilier, ils devraient indemniser l'équivalent de 80 ans de bénéfices non réalisés. C'est vraiment un vol, c'est vraiment un vol. Cette entreprise a seulement investi, comme je vous avais dit tout à l'heure, en Bolivie, autour de 50 000 dollars. Mais voilà qu'elle demande 26 millions de dollars. Et elle demande ça parce que, selon elle, c'était les profits qu'elle aurait fait en Bolivie si elle avait resté pendant toute l'année de la concession du service d'eau. Alors elle demande ces profits futurs, l'aurait fait au futur. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ces gens-là sont nommés, je pense, ils sont nommés au sein des représentants de l'OMC, mais ils n'ont aucune légitimité. Je veux dire, c'est pas un pays qui les a nommés, c'est pas des parlements, ils n'ont aucune légitimité. Et ces gens-là, ils ont tout le pouvoir de décider que cette compagnie ou de condamner un État. Voilà disons, une espèce de juridiction privée, supranationale, qui décide, supranationale qui n'a pas été, disons, légitimée, hein, ils se sont instaurés comme ça, quoi, qui décide qu'un État doit être condamné ou pas. C'est extraordinaire. Nous, on pensait, les citoyens, qu'au-dessus de l'État, il n'y avait rien, qu'il y avait 3 pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif, puis comme de ça, et il y avait le peuple. Non, en dessous du peuple, maintenant, qui est le pouvoir suprême dans une démocratie, il y a l'OMC, avec, disons, ces institutions, qui, elle peut décider que non, ce pays-là n'a pas le droit d'éjecter cette compagnie du pays, et par conséquent, il doit payer. Donc, c'est totalement, disons, un espèce ouais, c'est un colonialisme moderne, disons, avec un colonialisme institutionnalisé, voilà.
Êtes-vous au courant de l'existence d'appuis ou d'actions sur le plan international qui soutiennent Bechtel dans sa demande d'indemnisation? Disons qu'on n'a pas une preuve documentée de cette action de pression souterraine derrière cette démarche juridique de Bechtel. Mais en fait, la Banque mondiale est en train de bouger. Elle est très attentive à ce précédent. La première chose qu'elle a fait, c'est de renforcer avec son propre argent les investissements de privatisation qui sont effectués à La Paz, une ville où Vivendi prend en charge la privatisation de l'eau. La Banque mondiale a consacré 14% des investissements globaux pour encourager les entreprises privées à ne pas se retirer après l'échec de Cochabamba, qui risquait de faire peur aux investisseurs privés dans ce domaine. Et en même temps, on connaît les actions de lobbying avec des avocats qui agissent directement sur les instances internationales pour qu'il y ait des amendes très fortes et des représailles économiques exemplaires contre la Bolivie, contre la ville de Cochabamba pour éviter que ce précédent serve d'exemple en d'autres occasions et ailleurs. Mais nous n'avons pas de document officiel de tout ça. Je voudrais faire 4 observations à caractère un peu général. La première est de dire, serons-nous capables d'ici 20 ans, 2015-2020, surtout quand on sera 8 milliards de gens, de permettre à tout le monde accès à l'eau potable et éviter que, comme à l'heure actuelle, ce soir, on aura comptabilisé statistiquement 30 000 morts de par le monde entier à cause de maladies dues à l'absence d'eau potable. 30 000 personnes sont mortes statistiquement hier et mourront aujourd'hui, et mourront demain. Et ce qui est intéressant de noter que nous, les dominants, on a été si près le 12 septembre à faire 3 minutes de silence pour les 5 000 victimes ou 3 800 victimes innocentes des Twin Towers. Mais jamais les dominants nous ont demandé de faire 3 minutes de silence pour les 30 000 personnes qui chaque jour sont en train de mourir. Alors, moi, la question, je crois que nous devons ne pas être satisfaits de ce Millennium Summit qui nous dit, vous avez, on ne peut pas, d'ici 20 ans, donner le droit à la vie à tout le monde. Tout au plus, on peut arriver à réduire de moitié le 1,5 milliard de gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau. Chez Suez, nous alimentons en eau des millions de personnes à travers la planète et nous avons fait l'expérience de situations extrêmement différentes. Ceci nous a amené récemment à nous engager dans une bataille de l'eau. Alors, ce n'est pas la guerre de l'eau, comme certains médias veulent en faire état souvent. Je crois que l'eau est un facteur de vie, ce n'est pas un facteur de guerre. Mais la bataille de l'eau, la vraie bataille de l'eau, celle qui a fait l'objet d'une brochure que vous avez sur les tables, qui s'appelle « La vraie bataille de l'eau », c'est un combat que nous menons pour mobiliser la communauté internationale. Pourquoi ? Eh bien parce que si en France, lorsqu'on ouvre un robinet, et d'ailleurs il y en a dans toutes les maisons, lorsqu'on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule, ça n'est pas le cas pour 1/6 de l'humanité. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas un accès satisfaisant à l'eau. Je reviens à cette histoire d'investissement privé. Lorsqu'on vient, vous avez parlé de garantie. Il y a une entreprise privée, vous avez dit vous ne prenez pas de garantie. Alors je voudrais bien que vous me répondiez à la question suivante. Pourquoi tous les groupes privés internationaux, justement, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, accourent dans les différents pays en difficulté, notamment Argentine, Maroc et ainsi de suite, et pourquoi il n'y a pas d'investissement privé direct dans les autres secteurs
là justement où il n'y a pas de puissance publique justement qui permette la garantie des paiements. Exemple, lorsque vous encaissez les factures au niveau des sociétés privées, la part qui revient aux collectivités, la part qui revient au public, vous les reversez combien de temps et combien vous faites d'argent de trésorerie qui n'apparaissent pas sur vos rapports annuels qui sont obligatoires depuis 7 ans et que je fais, moi, pour la petite région du Val-de-Marne, pour le compte de la Générale des Eaux. Je connais les magouilles de ce côté-là. Donc ça, il faut que vous répondiez à ce genre de choses, mais ça, vous ne répondez pas à ça. La concession accordée à la Lyonnaise des Eaux dans la ville de Santa Fe, par exemple, lui permettait de distribuer de l'eau avec un pourcentage d'arsenic de 0,10 mg par litre. Le double de ce que permet le Code alimentaire national en Argentine, dans l'Union européenne ou l'Organisation mondiale de la santé. Pendant des années, la Lyonnaise des Eaux a été une entreprise qui a distribué dans les villes d'Argentine une eau avec un pourcentage 2 fois supérieur à ce qui est autorisé par les normes internationales. C'est tout. Malgré tout ce qu'on prête aux entreprises privées, ce ne sont pas elles qui définissent les cahiers des charges, les appels d'offres, les politiques, ni les tarifs. Non, en Argentine, nous avons fait ce qu'on nous a demandé de faire. Et ce n'est pas notre faute si les cahiers des charges initiaux ne prévoyaient pas à l'avance exactement ce qui devrait être fait. Dans le courant des contrats que nous exécutons, les pouvoirs publics nous ont demandé de modifier nos investissements. Nous avons donc fait des choses qui n'étaient pas prévues au départ, et des choses qui étaient prévues au départ ont été différées dans le temps. Il y a des choses qui sont fondamentaux pour le vivre ensemble. Et ces choses-là, ces biens, ces services, ne peuvent jamais être soumises à une orientation d'allocation et de redistribution de la richesse produite à des logiques privées. Si on perd ça, on perd la notion de la société. Si on perd ça, si on en fait disparaître les distances, les différences entre public et privé, et on dit finalement tous les champs sont gris, et finalement on dit puisqu'il y a du mal dans les publics et puisqu'il y a du mal dans les privés, faisons mal tout, ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont publiques, tout en considérant que c'est commun, et que ce commun, parfois c'est identique au public, et c'est identique à la collectivité. Et c'est de cela, je crois, je ne suis pas dogmatique, je suis très très pragmatique en disant ça. Pragmatiquement parlant, une société a besoin d'avoir des biens et des services qui sont communs, définis dans l'imaginaire de manière commune, qui sont gérés avec amour, avec défaut, de manière commune, et qui reflètent un peu ces symboliques, ce rêve que finalement la société doit être l'expression d'une capacité de vivre ensemble. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter pour l'eau qu'il y ait des logiques capitalistiques privées qui puissent influencer même petitement la propriété, la valorisation, la gestion et l'utilisation de ce vivre ensemble. Nous, quelque chose de spécifique. On combat le capitalisme, on combat la financiarisation de la société. Il est clair que maintenant, on ne va pas s'en tenir là, on va essayer d'utiliser ce que nous propose la direction de la recherche de l'Union européenne, qui est de constituer des réseaux d'excellence pour proposer un nouveau ou plusieurs, on va voir comment, parce que c'est assez flou pour l'instant encore, comment on peut proposer des réseaux d'excellence pour discuter, au fond, approfondir nos connaissances du modèle européen et surtout être capable de le présenter, de l'exposer au reste du monde.
Moi, je prétends qu'il existe un modèle européen de gestion de l'eau qui est assez différent du modèle proposé par les anglo-saxons, le modèle libéral, et qui n'est pas non plus un modèle étatiste comme il avait pu exister dans des pays du tiers-monde ou même dans des pays du second monde il y a quelque temps. Il y a donc et beaucoup de formules existant en parallèle en Europe, il y a matière à la fois à discuter, à enrichir les connaissances, à présenter, etc. Et c'est d'autant plus important que le tiers-monde, je trouve personnellement que le tiers-monde, où il y a tous ces problèmes importants de l'eau, aussi bien dans les pays du Moyen-Orient, pas assez d'eau à partager, dans les pays, dans les grandes villes, les mégalopoles, pas assez d'eau à distribuer aux pauvres en réseau public de bonne qualité, tous ces problèmes-là, eh bien, je pense que l'Europe a dans sa besace des réponses. Donc, nous, on voudrait pouvoir exposer ça. Et d'ailleurs, bon, on va voir si on y arrive, mais on va essayer d'ici 1 an ou 2 d'organiser un grand colloque d'intellectuels, de scientifiques, de chercheurs indépendants en faveur d'une nouvelle culture de l'eau ou de nouvelles cultures de l'eau au pluriel, qui seraient donc des cultures à la fois plus respectueuses de l'environnement, en faveur d'une plus grande justice sociale, et en même temps qui soient durables sur le plan économique. Il s'agit maintenant aussi de sensibiliser les élus municipaux, nationaux, régionaux, que chaque fois qu'il y a un accord qui se fait dans ce monde, ceux qui vont se faire à Genève sur les AGCS, OMC, ils se font sur leur tête, par-dessus eux, mais qu'après, ces accords vont complètement les ficeler. Ils ne pourront pas dans leur parlement voter n'importe quoi. Ils auront dessus une espèce de constitution commerciale qui va complètement les museler. Nous devons essayer donc par la réflexion, par les analyses, par la dénonciation systématique, démontrer que cette manipulation, ces mystifications type que fait Mestre Allais comme les autres, sont particulièrement dangereuses et que derrière l'apparence vérité ou apparente semblance de correspondance au réel, il y a là une manipulation de la liberté de penser dans nos sociétés qui fait que nos sociétés sont effectivement, du point de vue de la pensée, sont des systèmes totalitaires.